à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au dernier roi de Portugal, Manuel II, qui monte sur le trône en 1908, dans des conditions alarmantes et peu réjouissantes il faut le dire, à savoir, vous l'avez deviné, l'assassinat de son père Carlos Ier et de son frère, le duc de Bragance, Luís Filipe de Portugal. Manuel II vient au monde le 15 novembre 1889 à Lisbonne. Il est le dernier souverain de la monarchie portugaise de la dynastie Bragance à régner sur le Portugal. Famille sur le trône depuis 1640, c'était pas tout jeune. Son ascension au trône intervient dans un contexte de bouleversements politiques et sociaux qui secouent le Portugal à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Héritier d'une dynastie millénaire, Manuel II a incarné durant son court règne, 1908-1910, les derniers espoirs d'un système monarchique portugais à bout de souffle. Face aux aspirations républicaines grandissantes, mais la crise profonde et son jeune âge ne lui ont pas laissé de chance. Partons ensemble découvrir le destin de l'ultime roi de Portugal. Manuel II était le second fils du roi Carlos Ier et de la reine Amélia. Son enfance se déroule au sein de la famille royale dans un environnement marqué par la tradition et l'influence des cours européennes. Son éducation, axée sur les lettres, les sciences, les langues, l'histoire, visait à le préparer à d'éventuelles responsabilités, bien que son frère aîné, Luís Filipe de Portugal, duc de Bragance, soit l'héritier présomptif du trône. Donc, Manuel II n'était pas du tout destiné à régner. Le futur Manuel II reçut également une formation militaire, comme il était d'usage parmi les princes de son époque. Il reçut le traitement et l'éducation traditionnelle des enfants des monarques, bien que sans préoccupation politique, puisqu'il était le deuxième fils du roi, et en tant que tel, ne s'attendait pas à devenir un jour lui-même roi. Il convient donc de noter que durant son enfance et sa jeunesse, il posait pour des photographes avec une attitude plus hautaine que son frère. Il était amusé par les tics snobs de son frère cadet. Bien qu'il ait toujours été de bons amis, le frère cadet, donc Manuel II, était plus décontracté que son frère destiné à devenir roi. Paradoxalement, après être monté sur le trône de manière inattendue, le roi Manuel II eut l'attitude opposée, s'écartant régulièrement des coutumes protocolaires. Il fut le premier roi de Portugal à ne pas tendre la main pour embrasser les dignitaires lors de la cérémonie annuelle royale de baiser le 1er janvier. À l'âge de 6 ans, le futur roi parlait et écrivait déjà en français. Il a étudié les langues, l'histoire, la musique. Dès son plus jeune âge, son inclination pour les livres et les études se manifestait, contrairement à celle de son frère Luís Filipe, qui était plus porté sur les activités physiques. En 1903, il voyage avec sa mère, la reine Amélia, et son frère en Égypte, à bord du yacht royal, approfondissant ainsi sa connaissance des civilisations antiques. En 1907, Manuel II a commencé ses études pour se préparer à entrer à l'académie navale en vue de poursuivre une carrière dans la marine. Mais comme vous vous en doutez et comme vous le savez, sa future carrière navale fut interrompue de façon inattendue et tragique le 1er février 1908 par un événement qui bouleverse la destinée de Manuel II et du Portugal dans son ensemble. Lors d'un attentat sur la place du commerce à Lisbonne, son père, le roi Carlos Ier et son frère Luís Filipe de Portugal furent assassinés. Le prince Manuel est touché au bras. Mais si vous souhaitez plus de détails ou découvrir comment l'attentat est arrivé et comment la reine Amélia a défendu son second fils, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur l'événement de 1908. Âgé seulement de 18 ans, Manuel II devient soudainement roi. Dans une atmosphère de choc et d'instabilité politique, son ascension au trône fut marquée par un deuil national et une grande incertitude quant à l'avenir de la monarchie, c'est important de le souligner. Le règne de Manuel II, qui s'étend de 1908 à 1910, fut caractérisé par des efforts pour restaurer la stabilité politique du Portugal.
Conscient de la fragilité du régime, le jeune souverain tente de réconcilier les différentes factions politiques et de mettre en œuvre des réformes institutionnelles. Pensant que l'intervention directe de son père dans le gouvernement avait été la principale cause du dénouement tragique de son règne, le roi Manuel II s'abstient d'intervenir directement dans les affaires du gouvernement. Cependant, le roi se concentre directement sur un aspect, la question sociale. Parmi ces initiatives figurait la modernisation de l'administration et des tentatives pour réduire les tensions entre monarchistes et républicains. Cependant, le gouvernement dut faire face à de graves crises économiques et une agitation sociale croissante qui affaiblissent davantage l'autorité royale. Durant son règne, Manuel II visite plusieurs endroits dans le nord du pays et visite officiellement l'Espagne, la France et l'Angleterre, où il fut fait chevalier de la prestigieuse Ordre de la Jarretière en novembre 1909. Il reçut également la visite du roi Afonso XIII, le roi d'Espagne, en 1909, et d'Hermanès da Fonseca, président élu du Brésil en 1910. Il cherche toujours à poursuivre une politique de rapprochement avec la Grande-Bretagne. Cet impératif est dicté non seulement par une orientation géopolitique déjà suivie par son père, mais aussi comme ressource pour renforcer le trône. On considérait alors que le mariage du roi avec une princesse anglaise placerait définitivement la maison de Brabant sous la protection de l'Angleterre. Cependant, Manuel II épousera une princesse à Hohenzollern, donc une Allemande. Cependant, l'instabilité du pays, le récent régicide et la lenteur de l'enquête retardent les négociations jusqu'à la mort du souverain britannique Édouard VII, où tous les monarques européens, à quelques exceptions près, sont réunis le temps des funérailles. Le vieux monarque, ami personnel de Carlos Ier, avait été un grand protecteur de la maison de Brabant, et sans lui, le gouvernement libéral britannique n'avait aucun intérêt particulier à maintenir le régime monarchique au Portugal. Le 5 octobre 1910, une insurrection républicaine éclate à Lisbonne, mettant un terme à la monarchie constitutionnelle portugaise. Le palais des Necessidades, résidence officielle du roi, fut bombardé. Le monarque fut donc conseillé de se réfugier au palais national de Manfra. Le lendemain, la victoire républicaine était acquise. Manuel II décide d'embarquer à Ericeira, à destination de Porto. Les officiers à bord tentent de le dissuader de ce projet. La famille royale débarque donc à Gibraltar, apprenant aussitôt que Porto avait rejoint la République. Heureusement qu'ils n'ont pas été à Porto, sinon on aurait pu avoir un sort plus funeste pour la famille royale. Le coup d'État était déjoué. La famille royale était en sécurité et peut se rendre ensuite au Royaume-Uni, où elle fut reçue par le roi George V. Les causes de cette révolution sont multiples. Mécontentement populaire face à la situation économique, influence des idées républicaines, incapacité de la monarchie à s'adapter aux transformations sociales du pays. Manuel II ne disposait ni du soutien de l'armée, ni du consensus politique. Il fut contraint donc d'abdiquer et de quitter le Portugal. Cet événement marque la naissance de la première République portugaise. Après son abdication, Manuel II s'exile d'abord en Angleterre puis en France, où il s'installe principalement à Versailles. Durant son exil, il demeure attaché à la culture et à l'histoire du Portugal, tout en entretenant des relations avec les milieux monarchistes et diplomatiques européens. Manuel II s'investit dans des œuvres caritatives, poursuit ses intérêts intellectuels, publiant des travaux sur l'histoire du Portugal, avec une bibliographie abondante. Anglophile et admirateur de l'esprit britannique, Manuel II, dès l'entrée en guerre du Portugal dans la Grande Guerre, plaide pour une participation active, exhortant les monarchistes à ne pas combattre la République, à renoncer à toute tentative de restauration pendant le conflit, à s'unir pour la défense de la patrie. Il alla même jusqu'à demander son incorporation dans l'armée républicaine portugaise. Mais contrairement à ses attentes, la plupart des monarchistes ne se plient pas à ses exigences, car ils étaient germanophiles
et espérait que la victoire du Kaiser entraînerait par la même occasion la restauration de la monarchie. Le roi en exil était convaincu que seul le soutien à la Grande-Bretagne garantisserait les maintiens des colonies portugaises qui tomberaient sous l'influence des ambitions allemandes en cas de victoire. Que le Portugal reste une république ou une monarchie, le Kaiser s'emparerait de toutes les colonies. Seuls les plus proches du roi se portent volontaires pour combattre, bien que la République n'accepte aucun monarchiste. Le monarque offre ses services aux alliés de toutes les manières possibles. Il fut d'abord quelque peu déçu d'être seulement nommé officier de la Croix-Rouge britannique, mais les efforts qu'il déploie tout au long de la Première Guerre mondiale, participation à des conférences, à des collectes de fonds, visites dans les hôpitaux et même auprès des blessés au front, finirent par être très gratifiants. Ces visites au front étaient entravées par le gouvernement français, mais son amitié avec George V suffit à surmonter les obstacles. Ses efforts ne furent pas toujours reconnus. Des années plus tard, dans un entretien avec Antonio Ferrero, il déplore: c'est moi qui ai créé le bloc opératoire de l'hôpital portugais de Paris pendant la guerre. Savez-vous ce qui est inscrit sur la plaque commémorative d'un Portugais à Londres? Le roi fut à l'origine de la création du service d'orthopédie de l'hôpital Shepherd's Bush, qui à son insistance continue de fonctionner jusqu'en 1925, soignant les amputés de la guerre. Preuve de la reconnaissance de Manuel II et du Portugal par les Anglais, George V l'invite à prendre place à ses côtés dans la tribune d'honneur lors du défilé de la victoire en 1919. Malgré des tentatives de restauration qui seront traitées dans une autre vidéo, avec des soulèvements plus ou moins importants, avec plus ou moins de réussite, comme la monarchie du Nord, Manuel II ne retrouvera jamais son trône. Ce dernier décède le 2 juillet 1932 à Twickenham, près de Londres, par suffocation à la suite d'une crise d'œdème aigu de la goutte, un gonflement de l'ouverture étroite à l'extrémité supérieure du larynx. Il est inhumé le 2 août suivant au Panthéon royal des Bragances à Lisbonne. Sans descendance directe, sa mort symbolise la fin de la dynastie des Bragances au Portugal par branche directe. L'héritage de Manuel II demeure complexe. Il est souvent perçu comme un souverain tragique, victime des circonstances et des mutations de son époque. Son règne éphémère et son comportement digne en exil lui ont assuré une certaine sympathie dans la mémoire collective portugaise. Son soutien à la culture et à la recherche historique contribue encore aujourd'hui à son image de mécène éclairé. Comme on l'a vu, Manuel II représente une figure singulière dans l'histoire du Portugal. À la fois dernier roi et témoin de la transition vers la modernité politique, son règne, bien que bref, a cristallisé les difficultés d'un système monarchique en déclin et la montée des aspirations républicaines. Son parcours en exil et son engagement pour la culture illustrent la résilience d'un homme confronté à la perte du pouvoir et à l'incertitude pour l'avenir. Aujourd'hui, Manuel II demeure un personnage historique respecté, dont la vie et l'action continuent d'inspirer la réflexion sur l'histoire et l'identité portugaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Perfect.